Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour découvrir l'un des lieux qui recèle de nombreux trésors du bouddhisme tibétain, la bibliothèque de Dakpo Kagyoling. Les bouleversements de l'histoire ont poussé une grande partie des Tibétains à l'exode à partir de 1959. Les maîtres et moines bouddhistes n'emportèrent dans leur fuite vers l'Inde que l'essentiel, les textes bouddhiques les plus sacrés. Plusieurs milliers de volumes, imprimés sur des feuilles volantes appelées péchas en tibétain, furent ainsi sauvés de la destruction et on les retrouve aujourd'hui dans cette bibliothèque particulièrement importante en Dordogne. Quelle est donc plus précisément l'histoire de sa création? Quel type d'ouvrage contient-elle? Qu'en est-il de leur conservation? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invitée, Audrey de Serrières. Audrey de Serrières, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme tibétain dans la tradition Kagyu depuis une quinzaine d'années. Vous êtes traductrice au Centre d'études et de méditation de Dakpo Kagyoling, en Dordogne donc. Et vous êtes également responsable de la très belle bibliothèque qui s'y trouve. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mais avant de rentrer plus dans le détail des trésors que renferme cette bibliothèque, je vous propose de la découvrir en images. Nous avons pu la filmer et y retrouver notre invitée l'été dernier. Elle nous a raconté, entre autres, l'histoire de sa création. Nous sommes au cœur de la Dordogne, à Dakpo Kagyoling, le centre de l'école Karma Kagyu, une des 4 lignées du bouddhisme tibétain. Ce lieu abrite aujourd'hui une bibliothèque exceptionnelle qui a rassemblé en 30 ans un nombre considérable d'ouvrages et qui constitue ainsi un des fonds documentaires en tibétologie les plus importants d'Europe. L'histoire de la création du centre remonte à 1975, en fait, lorsque M. Benson, qui était un industriel anglais, est allé au Népal et a rencontré les maîtres tibétains. Il a eu un peu un coup de foudre en lien avec ces personnes qu'il a rencontrées. Et quand il est revenu, il a souhaité donner une partie de sa propriété ici à différentes écoles du bouddhisme tibétain. Et donc il a donné une propriété de 50 hectares au 16e Karmapa. Et donc c'est ce qui est devenu, en fait, donc Dakpo Kagyoling. Le 16e Karmapa a expliqué pour que le bouddhisme puisse s'intégrer, se développer de façon durable dans un lieu, qu'il était important qu'il y ait 5 aspects qui soient présents. D'avoir des centres ouverts au public, où les gens puissent venir découvrir le bouddhisme, apprendre à méditer, étudier aussi différents textes du bouddhisme. C'est important d'avoir une bibliothèque pour préserver les textes de la tradition et également les rendre accessibles au public. Le 3e aspect était d'avoir un institut pour découvrir un bouddhisme contemporain. Le 4e aspect était d'avoir des centres de retraite pour les personnes qui souhaitent approfondir leur pratique de la méditation. Et enfin, le dernier aspect est d'avoir un monastère pour que les personnes qui souhaitent consacrer vraiment tous les aspects de leur vie à la pratique, à l'étude du bouddhisme, puissent le faire. Donc la bibliothèque constitue un de ces 5 aspects. Je trouve que c'est un très beau lieu, un lieu qui est très agréable, très clair, dans lequel on peut travailler, étudier de manière très simple. C'est un lieu qui reste très ouvert. Et puis il y a un fond qui est très précieux et qui est ouvert vraiment à tous, que l'on soit néophyte, qu'on commence dans le bouddhisme, ou que l'on soit chercheur. Il y a des livres et des documents, des enregistrements pour tout le monde. Un fonds occidental et tibétain qui regroupe plus de 10 000 documents, des livres, mais pas seulement. On y découvre aussi des trésors inestimables, comme ces enregistrements de grands maîtres datant des années 70, au tout début de l'implantation du bouddhisme en Occident. Une équipe de bénévoles assure également la traduction des textes en tibétain, notamment lors de la venue de grands maîtres. En tant que traductrice, par exemple, dans 10 jours, là, il y a un maître qui va venir à Dakpo, qui va enseigner sur un thème précis, donc sur une prière, par exemple. Et donc j'ai le sujet. Et donc concrètement, je vais chercher dans la base de données tout ce qui va pouvoir me servir à comprendre ce sujet, donc à préparer ma traduction en amont. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a très peu de traducteurs qui travaillent en groupe, en fait. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire ici.
Du coup, rendre accessible un maximum de textes aux gens, que ce soit vraiment utile dans leur chemin, en fait, sur leur chemin, et qu'on puisse le faire ensemble. Alors, Audrey de Serrières, quel est le profil aujourd'hui des personnes qui se rendent dans cette bibliothèque ? Alors un peu à l'image des personnes qui se rendent dans le centre, on a tout un panel de gens. Nous allons avoir des enfants, par exemple, qui vont venir pendant que les parents sont peut-être en train d'écouter. Qu'est-ce qui consulte les enfants alors les enfants ont consulté des mangas. Nous avons l'histoire du Bouddha en manga, par exemple. Dans plusieurs bandes dessinées, des contes aussi, qui vont aborder des notions du bouddhisme de façon assez ludique. Nous avons aussi des écrivains qui viennent ici pour travailler. Ça a été le cas, par exemple, de Talid Mollen, qui écrivait des contes, et qui s'est inspiré, en fait, de plusieurs documents que nous avions dans le fond documentaire. Il y a aussi des étudiants en philosophie qui viennent assister à des stages et donc qui viennent utiliser les ressources que l'on peut avoir pour approfondir certaines notions qu'ils reçoivent par ailleurs. Donc ça s'ouvre de plus en plus aux chercheurs, d'une certaine manière. Aux chercheurs également, puisque c'est aussi un peu un de nos buts. Parce qu'en effet, le bouddhisme est encore très jeune en Occident, et donc s'ouvrir à un aspect interdisciplinaire, notamment avec des étudiants en neurosciences, pour faire des ponts entre la méditation et ce qui peut se passer au niveau de l'étude du cerveau. Donc c'est quelque chose que nous mettons en place et que nous développons au fur et à mesure, et notamment en partenariat avec Karmagun à Malaga, qui est un centre dont les recherches dans ce domaine-là viennent de commencer. Alors, vous développez aussi beaucoup d'autres choses, comme nous allons le voir dès à présent, puisque vous avez eu la gentillesse de nous faire une petite visite guidée de la bibliothèque. Il s'agit en fait de la collection du canon tibétain, donc, qui est composé des 103 volumes des paroles du Bouddha et des 213 volumes d'exégèse, de commentaires des maîtres indiens postérieurs à l'époque du Bouddha. Alors pourquoi avoir choisi de mettre cette statue du 16e Karmapa au milieu? Mais en fait, quand les Tibétains ont dû partir en exil à la fin des années 50, ils sont partis en emmenant les textes qu'ils pouvaient. Une fois qu'ils sont arrivés en Inde, une des premières choses que le Karmapa a souhaité faire pour tous les monastères tibétains, au-delà de toute considération d'école ou de tradition, vraiment pour tout le monde, ça a été de faire une réimpression mécanique de ce canon tibétain, puisqu'il constitue en fait le cœur de l'enseignement de tout ce qu'on peut voir dans cette bibliothèque au format tibétain, comme nous le verrons. Au Tibet, le procédé d'impression était un procédé xylographique, c'est-à-dire chaque page de texte correspondait à une planche de bois qui était gravée en négatif. La planche était ensuite ancrée, la feuille vierge appliquée, cela créait donc l'impression du texte. D'autres, comme vous pouvez le voir ici, ont été donc écrits à la main, avec une régularité assez exceptionnelle. Nous avons également des textes en d'autres langues qui nous ont été donnés, et notamment un texte traditionnel pali. Donc, il était écrit sur des feuilles de palme qui sont réunies par une ficelle. Donc, nous avons des petits bijoux comme ça, dont un texte qui est assez étonnant. Il s'agit d'un hommage aux 3 joyaux, donc au Bouddha, au Dharma et au Sangha, qui nous a été donné par un moine qui l'a ramené du Tibet. Il y a beaucoup de textes qui réapparaissent, que les gens avaient cachés, donc qui sont à nouveau recompilés ou qui arrivent à sortir du Tibet. Alors, Audrey de Serrières, moi, ce qui m'a frappée en me rendant dans cette bibliothèque, c'est la collection des enregistrements sonores. Parce qu'une bibliothèque, on est habitué à trouver justement des ouvrages, manuscrits, tapuscrits. Mais alors, ces enregistrements sonores, notamment des grands maîtres, Kalu Rinpoche, Gadon Rinpoche, c'est quand même assez extraordinaire. Comment est-ce que vous faites pour les préserver? Et surtout, comment est-ce que vous allez les digitaliser pour que nous, on y ait accès? Alors, c'est un peu la magie d'une bibliothèque, c'est-à-dire que depuis que nous sommes ouverts, beaucoup de personnes avaient ces cassettes chez eux,
Ils avaient enregistré ça à la fin des années 70, début des années 80. Et en fait, on a reçu un fonds énorme qui nous a été donné, donc entre 2500 et 3000 cassettes qu'il nous faut maintenant numériser. Donc pour l'instant, nous sommes dans la phase de l'inventaire, c'est-à-dire déjà voir ce que l'on a. Toutes les informations ne sont pas encore là, donc il faut écouter, essayer de voir qui, où, à quelle époque. Et ensuite, la deuxième phase va être donc de les numériser. Puis après la numérisation, il va falloir très certainement un travail de nettoyage parce que certaines sont un peu moins audibles, donc afin de les rendre un peu plus audibles. Et ensuite, de pouvoir les mettre à disposition, comme c'est déjà le cas. On a certains qui sont déjà disponibles sur place, à l'écoute. Donc n'importe qui peut venir et avoir accès à ces enregistrements. Alors c'est un de vos grands projets. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors c'est effectivement un grand projet qui va prendre plusieurs années. Il y a également d'autres projets, notamment de devenir un fonds partenaire de la Bibliothèque nationale de France dans le domaine tibétain. Donc nous continuons de développer cet aspect de collecte des textes tibétains et également, comme nous avons pu le voir dans le document, le processus de traduction, puisque l'idée est toujours de préserver pour rendre accessible. Donc dans cette... on va dire dans ce développement du bouddhisme, qui devient un bouddhisme finalement européen, français, qui n'est pas simplement juste une culture importée en Occident. Donc l'idée, c'est vraiment d'établir des passerelles. D'établir des passerelles, effectivement, et notamment avec différentes bibliothèques qui utilisent, de par le monde, le logiciel que nous avons développé, qui est à la fois un catalogue, d'une part, et d'autre part, une base de connaissances qu'on va enrichir. Donc, nous avons des instituts en Inde, au Népal, bientôt en Espagne également, donc en France. Et nous utilisons le même logiciel, ce qui nous permet de mutualiser, en fait, les compétences et donc de pouvoir rendre disponible encore plus de matériaux. Alors, j'aimerais terminer cette émission, Audrey de Serrières, en vous demandant quels sont les ouvrages qui vous tiennent le plus à cœur, puisque vous êtes la responsable de cette bibliothèque. Qu'est-ce qui vous touche le plus ? Je dirais qu'il y a des sutras du Bouddha. Un sutra qui me touche particulièrement, qui s'appelle le Gandhavyuha Sutra. Ce sutra, il est disponible en tibétain, en chinois, dans sa traduction anglaise, et une partie est disponible en français. Cela s'appelle les souhaits de Samantabhadra, la reine des prières. Et en fait, ce sutra, dans son entièreté, raconte le voyage de Sudana, un parcours initiatique en quête de la vérité ultime. Il va rencontrer les grands bodhisattvas qui chacun lui transmettent un enseignement qu'il va mettre en pratique et puis ainsi de suite et se développer jusqu'à lui-même devenir éveillé. Et donc pour moi les sutras, il y a cette présence très proche du Bouddha qui est perceptible juste à leur lecture. C'est comme une petite douche intérieure tiède et douce. Merci beaucoup, Audrey de Serrières. Avec plaisir. Avant de nous quitter, voici 2 ouvrages publiés aux éditions Rapsel que nous vous proposons. Tout d'abord, Un chemin de sagesse de Lama Jigme Rinpoche. Ce livre propose un aperçu simple et abordable de la voie bouddhique selon la tradition tibétaine Kagyu. Loin des clichés, cet ouvrage conduit à une lecture différente de la vie quotidienne et des situations que chacun rencontre. Toujours de Lama Jigme Rinpoche, Manuel des héros ordinaires, la voie des bodhisattvas. Ce manuel présente de façon accessible ce que signifie vivre en bodhisattva et se décline en une série d'exercices simples en prise directe avec notre quotidien. Lama Jigme Rinpoche nous donne aussi des clés pour faire face aux difficultés que nous rencontrons et appréhender notre vie selon des valeurs altruistes. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.